Depuis le temps qu'il cherchait à briller dans le petit monde de la recherche pseudo-scientifique, il y est enfin arrivé. Trouver une preuve irréfutable que les humains du néolithique responsables de l'érection des dolmens aux environs de Karnak maîtrisaient des techniques d'arpentage équivalentes à celles des géomètres modernes. Cette affirmation, de Quentin Leplat, repose selon lui sur des éléments que l'on peut juger irréfutables. Et d'ajouter: la réfutation de cette réalité serait aussi absurde que de contester que la Grande Pyramide possède une base carrée. Bonsoir Alexis, Bonsoir, comment vas-tu? bien. Tu veux que je t'appelle comment d'ailleurs? Ah bah tu peux m'appeler David. El Coyote, c'est pour les autres. Ouais, donc quel coyote? Ouais, Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? absolument. Donc je suis Alexis Sédou, je suis historien et archéologue. En archéologie, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, je suis spécialiste du bâti. Voilà, du bâti ancien et médiéval. Donc voilà, j'ai été sur plein d'endroits et plein de fouilles, voir des bâtis anciens et médiévaux et comprendre comment ils sont construits. Et en histoire, je suis plutôt spécialiste du Haut Moyen-Âge, mais j'ai travaillé sur les mondes anciens et médiévaux, anciens étant l'Antiquité. Et puis, je suis également vice-président de l'ALDA, l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Voilà. Alors Alexis, moi j'avais une question. Quand un chercheur sort une vidéo et qu'à un moment donné il te dit que il a une preuve irréfutable de la théorie qu'il expose, faut-il se méfier? Alors, il faut tout de suite se méfier. Aucune preuve n'est irréfutable, quelle que soit la science. Euh, on peut prendre un exemple tout simple, hein, 2 plus 2, c'est égal à 4, mais en base 5 ou supérieur. Évidemment, en base 4, c'est égal à 10. Donc voilà un exemple classique. Alors déjà, c'est un élément essentiel. Il faut savoir que ce qui distingue de la science de la pseudoscience, et on va revenir sur Karl Popper après, justement, c'est cette question de la réfutabilité. C'est que la science, elle est réfutable. On peut lui opposer par des nouveaux progrès, des nouvelles sources, des nouvelles méthodes, des nouveaux moyens, des choses nouvelles. Et c'est ce que Karl Popper, c'est un grand philosophe des sciences, hein, c'est un épistémologiste, hein, l'épistémologie c'est la philosophie des sciences, explique parfaitement dans ses ouvrages autour de la science et la connaissance, c'est que une des preuves de la scienticité, c'est justement que c'est réfutable. Et on en a plein d'exemples, hein, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Prenons un exemple qui est très employé en histoire des sciences, qui est celui de la connaissance que l'on a de l'espace, hein, du monde stellaire au sens large du terme. Hein. Eh bien, euh, Ptolémée, Claude Ptolémée, qui est à l'époque romaine, au IIe siècle, un géographe, a produit un modèle. Ce modèle est scientifique, il est issu d'observations et il explique ses méthodes. Il a été remis en cause au XVIe, XVIIe siècle par les travaux notamment de Copernic et de Galilée, hein, de manière un peu large, donc voilà. Et ensuite remis encore en cause à la fin du XVIIe siècle par Newton, qui lui-même a été remis en cause par Einstein, parce que chaque fois, de nouvelles connaissances, de nouvelles appréciations ont permis de connaître mieux cet espace. Et ça s'oppose évidemment avec le dogme religieux, qui lui est irréfutable, parce que par essence c'est une vérité, qui lui décrit un monde créé par Dieu, fixé et intangible. Donc évidemment, la réfutabilité est un élément important en science. Donc quelqu'un qui vous dit d'entrée, moi j'ai des preuves irréfutables, il faut s'en méfier. Soit c'est un croyant, soit il se prend pour un prophète, soit il est en train de monter une secte. Mais c'est pas du tout un élément scientifique. Au contraire, le scientifique va dire, moi je présente des preuves, je présente une hypothèse, je présente des preuves, voilà, ce sont les meilleures preuves que l'on a pour l'instant, mais peut-être que dans un an, 6 ans, 10 ans, 20 ans, eh bien, mon hypothèse qui a servi de base de travail va être remise en cause par de nouvelles preuves et par de nouvelles méthodes. Écoute Alexis, merci pour cette introduction. Je te propose qu'on se retrouve peut-être après la vidéo. Absolument, absolument, avec plaisir. À tout à l'heure.
Dans sa vidéo « ADN, arpenteur du néolithique », Quentin Leplat nous raconte comment il a trouvé un alignement de 4 dolmens à quelques kilomètres du fameux site de Carnac. Non content d'être alignés sur presque 8 km, la distance qui les sépare suivrait une logique mathématique complexe et remarquable, preuve d'une connaissance avancée en matière d'arpentage. D'après Quentin Leplat, le premier dolmen de cet alignement, celui de Cargazec, est situé à 781,70 mètres du deuxième, celui de Manet-Hermort. Cette distance étant le dixième de la distance qui le sépare de Manet-Roularde, soit 7817 mètres. Le troisième dolmen, celui de Runesto, est quant à lui situé à 2472 mètres de celui de Cargazec. Plus tard dans sa vidéo, Quentin nous explique par un dessin comment le dolmen de Manet-Hermort permet de déterminer la position de celui de Runesto. C'est selon lui la méthode employée à l'époque mégalithique pour le placer volontairement sur l'alignement à cet endroit précis. Le dolmen de Manet-Hermort semble donc essentiel dans la théorie de Quentin Leplat, et j'avoue qu'il me pose un petit problème. Il ne ressemble pas à un dolmen. Une rapide recherche m'oriente sur Gallica, où je trouve un rapport concernant le dolmen de Manet-Hermort, ou plutôt, Manet-Runmer, dans le bulletin de la Société polymatique du Morbihan, datant de 1883. Au sommet d'une hauteur que le cadastre désigne sous le nom de Manet-Runmer, et la tradition locale sous celui de Manet-Remort, M. Capet rencontra les restes de 3 dolmens, peu distants les uns des autres, et placés sur une ligne dirigée du sud-ouest au nord-est. Celui du milieu, au point culminant du Manet et sur le numéro 455, conserve encore sa table de recouvrement, et a son ouverture au sud-est. À l'angle sud-est du champ numéro 448, sur le versant sud de la colline, et à 38,50 m du précédent, un autre dolmen, en ruine et à ouverture au sud-ouest. Quant aux ruines du troisième dolmen de Manet-Runmer, placé sur le versant nord de la colline, et à 38,50 m au nord-est du premier, M. Capet constata seulement qu'elles se composaient encore de 7 blocs, disposés de façon à ne permettre guère de déterminer avec certitude la forme du monument et la direction de son entrée. Ces pierres ne s'élevaient guère plus de 20 à 25 cm et on eût pu, à première vue, les confondre avec les nombreuses roches qui émergent sur toute la surface de cette grande hauteur. Autorisés par le propriétaire, nous commençâmes immédiatement les travaux. Ils ont eu pour résultat la découverte d'un nouveau dolmen, le 4e du Manet-Remort. Il se trouve situé ainsi que je l'ai dit plus haut, sur le flanc nord-est du Manet, section G numéro 256 du plan cadastral de Plouarnel, Lannes-Remort. Il se compose de 5 supports, dont un au fond le garnissant à lui seul, et 2 de chaque côté. Il n'y avait aucune table. Il est présumé que comme il se fait en continuelle exploitation de pierre au Manet-Remort, la table, qui devait être apparente, et sur la surface, aura été employée, et brisée il y a fort longtemps. Les supports eux-mêmes ont dû être diminués par des sections au sommet, et ils en ont l'apparence. Ce dolmen ouvre au sud-ouest, il fut sans galerie, nos recherches ne nous en ont fait découvrir aucune trace, malgré que nous ayons poussé très avant le galgal qui l'environne. Nous n'avons constaté au fond aucun dallage, mais tout autour et contre les supports existe une garniture de pierre plate, avançant en saillie à l'intérieur et en moyenne de 20 cm, ce qui constitue une sorte de banquette. Le milieu n'était que de terre glaise, et cette garniture dut remplacer et faire le dallage. En admettant que les supports y aient été brisés par le haut, on peut conjecturer que la profondeur du monument dut être d'1 mètre environ. La chambre mesure intérieurement, en longueur 2,30 m et en largeur 2,20 m. Les informations que j'avais recueillies ne parvinrent pas à ôter le doute qui persistait en moi concernant ce 4e dolmen. Je décidai alors de regarder à nouveau la vidéo de Quentin Leplat, afin de voir si quelque chose m'avait échappé. Il est le spécialiste qui me semble le plus approprié pour apprécier les faits, et peut-être m'éclairer un peu sur ce qui m'aurait échappé à propos de ces mégalithes bretons. Cela fait plus de 40 ans qu'il habite la région et presque autant qu'il étudie le sujet.
J'ai dû voir plusieurs dizaines de ces conférences et il me semble évident que cela pourrait l'intéresser. Howard est un chercheur indépendant, il est l'auteur de nombreux ouvrages et de plus de 70 conférences sur le sujet. Et il a animé de nombreuses visites sur les sites mégalithiques. Retrouvons-le sur le deuxième dolmen de cet alignement. Il s'agit de celui de Mané-Ermor. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est plus ou moins intact, quoi. C'est-à-dire que quand il y a eu l'explosion des munitions ici pendant la guerre, celui-ci étant ancré dans la terre comme ça, eh ben, il est resté intact. Et donc on a cette orientation. Donc ici on est sur un point haut, c'est le point le plus haut de Plouarnel. Et donc on a une visibilité complètement tout autour. C'est pour ça que les Allemands se sont installés. Mais attendez. Au moment où Howard Crowhurst nous parle du 4e dolmen, Quentin Leplat nous montre cette photographie. Étonnamment, dans ce passage de la vidéo, Howard Crowhurst déclare. Quand il y a eu l'explosion des munitions ici pendant la guerre, celui-ci étant ancré dans la terre comme ça, eh ben, il est resté intact. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient pris position à cet endroit et il y eut une destruction. Mais c'est le premier dolmen qui a été couché. Les autres étant déjà dans le même état qu'aujourd'hui. Selon moi, montrer une photo du premier dolmen avant sa destruction, au moment où Howard Crowhurst parle du 4e, peut prêter à confusion. Cela laisse entendre que ce dolmen, le 4e de Mané-Ermor, est le plus important sur cette colline. On pourrait même penser que ce sont les restes du dolmen de la photographie. Mais est-ce bien le cas? Sur les 4 dolmens de Mané-Ermor, un seul a été classé au monument historique, comme en attestent ces documents. Et c'est le dolmen numéro 1, celui-ci étant le seul debout à l'époque. Il a été acquis pour la somme de 30 francs. Et si l'on est attentif aux photographies prises à l'époque, on peut y apercevoir une stèle qui en atteste. Y compris sur la photo utilisée par Quentin Leplat, et telle qu'on peut la voir sur cette vidéo. Nous avons un dolmen de Mané-Ermor. Donc malheureusement il est un petit peu détruit. Le dolmen choisi par Quentin Leplat pour son alignement a donc une importance historique toute relative. Et pourquoi ne pas avoir parlé de cette stèle, et donc de l'importance du premier dolmen? Elle apparaît pourtant très bien dans la vidéo de Quentin Leplat. Howard Crowhurst entretient-il volontairement la confusion à propos de ce dolmen, afin de légitimer la découverte de Quentin Leplat? De quoi semer encore plus le doute sur ce 4e dolmen? Malgré tous les documents réunis, tous attestant que le 2e dolmen de l'alignement découvert par Quentin Leplat en était bien un, le doute persistait. Je continuais à arpenter les sites internet traitant des mégalithes, en long et en large. Et je tombais sur cette note de bas de page. Le dolmen découvert par Félix Gaillard, en juillet 1883 serait un coffre. Et j'étais passé à côté. C'est sur la même page où j'avais trouvé la somme versée pour l'achat du dolmen de Mané-Ermor. J'essayais alors d'entrer en relation par email avec des spécialistes des mégalithes, mais sans succès. La période des fêtes de fin d'année n'était sans doute pas la plus propice à ce genre de prise de contact. C'est en parcourant les commentaires sur une publication de Quentin Leplat que je suis tombé sur un nom qui résonna à mes oreilles. N'avait-il pas, sans le vouloir, déjà été d'une aide précieuse? À peine 3 jours après avoir envoyé mon email au contact que l'on m'avait donné, j'obtins cette réponse. Je vous la laisse telle quelle, ne voulant pas que l'on m'accuse de l'avoir tournée à mon avantage. Voici ce qu'elle dit. L'étude des anciennes publications s'avère toujours des plus instructives. Mais il nous faut prendre conscience que nombre de nos actuelles terminologies ne sont pas encore en fonction et que la localisation des sites est ô combien plus difficile qu'aujourd'hui, où nous disposons de puissants outils numériques. Au XIXe siècle, l'appellation « dolmen » désigne aussi bien des tombes à couloirs, gavrini, tables des marchands, que les cystes de tumulus pouvant leur être antérieurs, les longs tertres de notre région, ou postérieurs, puisqu'attestés aussi bien à l'âge du bronze, qu'à l'âge du fer. Ce site de Mané-Ermor, se nommait naguère Mané-Ermor,
nom qui fut donné à ce lieu dès 1876 par James Milne. Pour ce site, voici donc ce qui résulte des différentes publications. L'ordre ici retenu, étant celui proposé par Félix Gaillard, dans son inventaire de 1893. En 1. Dolmen Sud, situé dans l'angle nord-ouest de l'actuelle parcelle 438, ancienne 431. Cette tombe ruinée pourrait aussi bien être un dolmen qu'un cyste inclus dans les vestiges d'une masse tumulaire. Il faudrait réussir à mettre la main sur les céramiques découvertes lors des fouilles de Lucky en 1867 et de Collet en 1871. En 2. À 30 mètres au nord des précédents vestiges. Dolmen ici incontestable, qui est classé monument historique depuis 1882, mais qui fut mis à terre sous l'occupation. Dommage. Mais il pourrait être restauré. En 3. À 25 mètres au nord-nord-ouest du précédent. Il n'en reste que des fragments épars, un vrai carnage. En 4. À un peu moins de 15 mètres au nord-nord-est des vestiges précédents. Gaillard le positionne par erreur sur la parcelle 256, aujourd'hui 29. Il est vrai que cette parcelle jouxte la précédente d'une dizaine de mètres. Ce type d'erreur est assez courant dans les anciens inventaires, et quasiment personne n'y échappe. Mais bon, en cette époque, pas de géoportail, pas de cadastre en ligne, pas de Google Maps, pas d'anciennes photographies aériennes de l'IGN. Les vestiges observables correspondent d'ailleurs bien à ceux que décrit Gaillard dans sa fouille, sauf que, il s'agit incontestablement d'une cyste, toujours enserrée dans une masse tumulaire, et donc sans couloir, ce que la fouille confirme. Gaillard y détecte de la terre glaise, composition sédimentaire caractéristique des tombes du 5e millénaire. Sur le terrain, cette tombe se trouve juste au nord de la petite parcelle 445. En voici un plan masse, tout simple, dressé en 1994. L'énigme du 4e dolmen, qui n'en était pas un, était résolue. Et par là même, la théorie de Quentin Leplat était réfutée. Car ce 2e dolmen dans l'alignement de Quentin Leplat, celui qui servait à placer le 3e, est en réalité une cyste. Donc voilà comment on fait. Donc dans notre cercle d'études, il y avait 21 dolmens et 2 tumulus. Donc ce qui est important, c'est de comparer des objets similaires. Vous comprenez, ici j'ai pas comparé des dolmens et des chapelles, ou des dolmens et des menhirs. Ce sont des dolmens. Donc on compare des objets similaires. Ça ne fonctionnerait pas si on se mettait à comparer un dolmen avec, je sais pas moi, un poteau électrique, une cabine téléphonique, une pizzeria. 3 objets qui n'ont aucun rapport, on ne peut pas les mettre en relation et les rentrer dans les probabilités. Ici, ce ne sont que des dolmens. Non, ce ne sont pas que des dolmens. Quentin Leplat a comparé des dolmens avec au moins une cyste. Celle du Manéaire mort. Et il sait qu'il n'y a que 3 dolmens sur cette colline. Et c'est lui-même qui le dit. Par exemple, sur la colline du Manéaire mort, il y en a au moins 3 qui sont encore visibles. Enfin, les restes de 3 dolmens. Mais je ne veux pas donner l'impression de déformer ses propos. Je repasse la séquence, dans son intégralité. Cela vous permettra également d'apprécier comment Quentin Leplat justifie les emplacements de ces dolmens. Un site de dolmen, il y en a plusieurs, dans un espace d'une vingtaine de mètres. Par exemple, sur la colline du Manéaire mort, il y en a au moins 3 qui sont encore visibles. Enfin, les restes de 3 dolmens. Sur Rondeau Sec, par exemple, il y en a 3 qui sont côte à côte, parallèles. Donc, en fait, on a un peu plus que 21 dolmens, mais en même temps, si ce sont des groupements de dolmens, on ne peut pas considérer qu'ils ont été posés au pif, ils sont posés à un endroit. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils devaient être là, et ils ne peuvent pas être ailleurs. Ok ? Si à Rondeau Sec, vous avez 3 dolmens côte à côte, en fait, vous pouvez n'en compter qu'un, parce que les 2 autres, ils ont été destinés à être ici. Ils ne peuvent pas être ailleurs. Mais peut-être que Quentin Leplat ne compte pas parmi les dolmens, celui qui se trouve le plus au sud. Howard Crowhurst, qui a accompagné Quentin Leplat sur le Mané, ignore-t-il la présence de ce dolmen ? En plein milieu de cette ligne, ici, sur la colline de Manéaire mort,
ici. Alors, personne n'a fait des photos, mais ça, c'est les restes d'un dolmen. Il y a un autre dolmen ici. Howard Crowhurst pointe très approximativement les dolmens 1 et 2, mais jamais l'emplacement de la ciste, qui est pourtant reconnaissable facilement, du fait de son emplacement au nord-ouest des ruines. Et ça, ni lui ni Quentin Leplat ne peuvent passer à côté, si je puis dire. Mais il n'y a pas que Quentin Leplat et Howard Crowhurst qui passent à côté. La ligne aussi. Dans sa publication sur Academia, qui traite de cet alignement, Quentin Leplat y a intégré ses captures, accompagnées de ce texte, qui dit: Comme vous pouvez le voir, la précision de cet alignement est remarquable, la ligne passe au centre de 2 des monuments, Kergazec, Runesto, et à moins d'1 mètre de l'un d'entre eux, Mané-Ermor, dont le couloir et la dalle de couverture sont manquants. Oui, vous avez bien entendu. L'alignement de 4 dolmens, qui a valu à Quentin Leplat de produire une vidéo de plus de 40 minutes, et pour ma part, cette vidéo beaucoup trop longue, cet alignement, dit-il, ne passe même pas au-dessus de la ciste. Il n'en parle pas dans sa vidéo, préférant enrober son discours de positionnement par GPS, de calcul mathématique, de probabilité. Quentin Leplat suppose que les autres dolmens ont été positionnés par rapport à celui de Kergazec. Celui-ci étant orienté dans l'axe de son alignement. Il prend comme point zéro de sa mesure, la dalle de fond de ce dolmen. Il mesure ensuite les distances de ce point, avec les entrées des autres monuments. Mais est-ce une méthodologie employée par les bâtisseurs de ces monuments, que d'établir les mesures entre le fond de l'un, et l'entrée de l'autre? Et si ces arpenteurs étaient aussi méthodiques et précis, pourquoi avoir raté l'entrée du supposé dolmen de Mané-Ermor? Il ne se trouve pourtant qu'à un peu moins de 800 mètres du premier. Et il aurait été selon moi, le plus facile à positionner. Quant aux mesures sur Google Earth, on ne reviendra pas sur le fait que les images satellites utilisées sont souvent positionnées de manière approximative. Pour pallier à cet écart de positionnement, Quentin Leplat a utilisé un GPS. Afin de vérifier les mesures que nous avons effectuées avec Google Earth, nous avons utilisé un GPS centimétrique pour mesurer précisément la position des monuments et calculer les distances. Dans sa publication, Quentin Leplat indique un écart de 50 cm entre les mesures GPS et les mesures sur Google Earth. Étant donné qu'il ne donne pas la méthode et le résultat de ses calculs à partir de ses relevés GPS, nous allons supposer qu'il a utilisé celle de Google Earth. Mais alors, comment s'appuyer sur une distance de 781,70 m quand on a un écart de plus ou moins 50 cm, si ce n'est pour justifier que cette distance est le dixième de la distance totale. Distance totale qui varie, dès lors, entre 7816 et 7818 mètres. Et c'est à ce moment-là que Quentin Leplat dégaine son arme absolue. Les probabilités. Voilà, c'est simple. Donc bon, dans notre exemple, pour vous donner une ordre d'idée, on a 4 monuments, on a 21 dolmens, on a une longueur d'alignement totale qui fait un peu moins de 8 km, et une largeur de bande qui fait 4 mètres, qui est la largeur d'un dolmen en gros. Donc là, si je fais le calcul tout de suite, avec cette probabilité-là, on tombe sur une chance sur 13 870. Voilà. Bon, alors on va dire qu'il y a plus de dolmens, imaginons qu'il y en ait 37, parce qu'on va compter tous ceux qui sont côte à côte, quand il y en a qui sont au même endroit, par exemple. On fait le calcul, on reste à une chance sur 4000. Voilà. Ok, donc quand je prends les 4 monuments qui se trouvent à Mané-Ermor, les 3 dolmens à Rondeau-Sec, forcément j'augmente mon échantillon, même si théoriquement il n'est pas nécessaire de le rajouter. Bref, voyez-vous, rien que sur l'alignement, on a une chance entre une chance sur 4000 et une chance sur 13 000 que ça se produise par hasard. Non. Pas que ça se produise par hasard. Que ça se produise tout court. La preuve? Que se passerait-il si on utilisait cet outil pour calculer la probabilité de trouver X constructions d'un même type, placées sur une même ligne? Constructions dont on sait par avance qu'elles n'ont pas été volontairement alignées. Quittons quelques instants le Morbihan et ses mégalithes, pour la capitale et ses fameuses sanisettes.
Un de mes amis a utilisé le calculateur de probabilité de Quentin Leplat, et il a découvert un alignement de non pas 4, ni 5, mais bel et bien 7 sanisettes, dont la première et la dernière sont séparées de 4108 mètres 50, précisément. Cela représente une chance sur 293 851 584 de trouver un tel alignement. Et ne venez pas me dire que c'est normal, car elles suivent la même canalisation. Car à Paris, comme dans la plupart des villes, le réseau d'assainissement suit les rues. Si les probabilités disent que l'on a une chance sur 6 de faire un 6 en lançant un dé, ça ne veut pas dire qu'en le lançant 6 fois, on va forcément faire un 6. Il est temps de mettre un terme à cette vidéo. Et il n'est pas nécessaire, selon moi, d'aborder l'impossibilité technique pour ces anciens, de positionner sans instruments modernes, des mégalithes les uns par rapport aux autres, et en relation avec les dimensions de la Lune, telles qu'on les connaît de nos jours. Mais pour en finir, définitivement. Le carré est une forme géométrique particulière. Tous ses côtés sont à angle droit, et font donc exactement 90 degrés. Et ils ont tous la même longueur, exactement. Sa surface est égale aux dimensions d'un de ses côtés, élevé au carré. Son périmètre vaut 4 fois la dimension d'un de ses côtés. Mais que se passerait-il alors, si notre chercheur, tellement certain de sa trouvaille, affirmait sans sourciller, devant la prodigiosité de sa découverte, je cite. La réfutation de cette réalité serait aussi absurde que de contester que la Grande Pyramide possède une base carrée. Du coup, ça implique aussi qu'aucun angle n'est droit ici. Ok? J'ai aucun angle droit. J'en ai aucun qui est parfait. Après, sur la Grande Pyramide, il y a une subtilité, c'est qu'il y a quand même un angle droit qui est parfait. Dans un coin, il est quasiment parfait, l'erreur est de 3 secondes d'arc, c'est du 90,0000. On est à une précision exceptionnelle. Et du coup, on peut choisir, effectivement, d'avoir une ligne nord-sud de base, une ligne est-ouest de base, et on est bien. Et puis le reste, forcément, on va avoir une erreur, c'est-à-dire que les autres angles, on sera forcément inférieur à 90 degrés. Donc tout ça pour vous dire que juste à la dimension de la Grande Pyramide, à cette échelle-là, c'est pas possible de faire un carré parfait. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je voudrais vous dire que nous Mais c'est avons qui? tous regardé ici sur ce plateau avec beaucoup d'attention, avec Je te beaucoup jure, d'émotion, David, je sais pas ce ce qui s'est film passé. qui retrace l'une des époques les plus difficiles, les plus douloureuses J'ai de notre appuyé, histoire. Et si nous comme t'as l'avons fait, c'est demandé, parce que et tous ceux paf, qui sont j'ai autour ça. de moi sont les principaux acteurs du drame que nous venons de vivre sur l'écran. C'est bon. Je crois que je n'ai pas lancé la bonne vidéo. Ouais, Alexis. À vous. Pour nos amis pseudo-chercheurs et autres supporters de cette mouvance, j'aurais voulu qu'on éclaircisse un point, enfin que tu éclaircisses un point. Quelle est la différence entre un dolmen, une cyste, voire un coffre, hein, puisqu'on parle également de coffre en matière de sépulture. Si tu peux éclaircir ça, parce que j'ai peur que pour certains de nos amis, ce soit ouais, alors un petit peu difficile à bien comprendre. sûr, c'est évidemment un élément qui est très très différent. Dolmen, c'est un ensemble mégalithique composé de plusieurs, en général au moins 4, mais plusieurs blocs sur lesquels on va poser une table. Voilà, donc plusieurs blocs plantés verticalement et une table horizontale dessus. Voilà. En général, c'est ce qui se forme la structure d'un tumulus, parce qu'on va le recouvrir de terre, et on va mettre quelque chose à l'intérieur. Hein. Donc il y a une chambre qui est à l'intérieur. À destination funéraire, hein, il faut le dire, hein, les dolmens, jusqu'à preuve du contraire, sont à destination funéraire. Un cyste, c'est aussi à destination funéraire, mais c'est en fait un terme qui vient du monde grec, et c'est un petit élément en forme de corbeille, parce que cyste ça veut dire corbeille, en fait, hein, en général formé de plaques de pierre, ça peut être autre chose, mais de plaques de pierre, qui sont
posé, semi-enterré ou posé, et dans lequel on dépose un corps et ou des offrandes. Voilà. En général, corps et offrandes. Voilà. C'est ça la différence. Donc en gros, si on voulait simplifier, un dolmen, c'est une structure mégalithique. Un cyste, c'est juste une structure, une cyste d'ailleurs, c'est juste une structure funéraire. Simple. Voilà. C'est une corbeille, c'est un panier, une cyste. Voilà. Bon, là, je vais être un petit peu taquin, mais est-ce que tu penses que quand on est un spécialiste des dolmens, qu'on habite depuis une quarantaine d'années à côté du site de Carnac, est-ce que tu penses que, après avoir étudié les dolmens pendant plus de 30 ans, on peut confondre un dolmen et une cyste? Normalement, non. Normalement, non. Alors, vraiment, imaginons vraiment beaucoup de manque de bol, un dolmen totalement pété, dans lequel la roche est fragmentée et a formé des espèces de lames, pourrait devenir une cyste. Je veux dire, c'est pas impossible. Voilà. L'inverse, ça paraît quand même très difficile. Voilà. Et on parle de cyste dolménique, a priori. c'est possible que le terme soit utilisé. Oui, c'est possible que le terme soit utilisé. En revanche, une cyste ne deviendra jamais un dolmen. Parce qu'évidemment, la grande différence, c'est que un dolmen, c'est une table en pierre dure, et donc il faut la poser sur des blocs assez importants, d'assez grandes dimensions, ce qu'on n'a pas une cyste. Mais d'ailleurs, si la cyste du Mané-Hermort avait été un dolmen, à notre époque, elle ressemblerait aux autres dolmens qui ont été détruits bien avant. Hein, tu prends par exemple le cas du dolmen numéro 3, voire du dolmen numéro 1. Hein, ça ressemblerait plutôt à ça. Hein, mais là, en fait, ça ne ressemble pas du tout. Absolument. C'est pas possible. Aujourd'hui, avec une fouille fine en plus, on va retrouver l'emplacement où étaient les pierres, en imaginant qu'elles aient été éclatées, d'un dolmen, alors que sur une cyste, on va retrouver juste l'encadrement de ce qui comptait les corps. Non, en fouille, on ne peut pas se tromper. Et si on a étudié pendant 40 ans les régions mégalithiques, on ne peut pas se louper. On ne peut pas se tromper, d'autant qu'on connaît bien Félix Gaillard, puisqu'on a publié des livres le concernant, et que la description qu'il fait de la cyste à l'époque, lui qui considère ça comme un dolmen, ça correspond bien à une cyste. Ah bah merci Monsieur Sédou, puis à bientôt. Voilà monsieur. Dommage avec des grandes oreilles.